propose d'écouter maintenant un homme sans langue de bois. Il dirige certes une institution pas très glamour sur le papier, c'est l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques, mais c'est à lui maintenant que revient la distribution de la presse écrite, l'attribution des fréquences 5G, et vous allez l'entendre, il a une vraie liberté de ton et il est extrêmement critique envers la presse, notamment sur le numérique. Écoutez. J'ai trouvé que la presse écrite avait une capacité de rentrer dans le fond des sujets qui étaient plus que jamais pertinentes. À ce moment où, au fond, il y avait une espèce d'information générale qui circulait sur les questions sanitaires, où est-ce qu'on était sur le décompte, etc. Mais finalement, ce qui était intéressant, c'était de savoir c'était quoi la vie des gens, comment les gens vivaient ce confinement, comment les soignants à l'intérieur des hôpitaux, ça se passait, les familles, les gens qui étaient séparés. Et je crois que c'est vraiment la presse écrite qui a été capable de faire le récit de cette France du confinement, de cette France du Covid. Et on voit bien comment le support écrit reste quelque chose de très puissant et qui trouve toute sa profondeur, qui montre toute son originalité dans ce genre de période spéciale. Maintenant, une des particularités aussi, c'est que le papier, lui, il avait du mal à arriver dans les mains de nos concitoyens, à la fois par le problème postal, hein, la Poste s'est retrouvée face à des grandes difficultés de fonctionnement, et puis la distribution des journaux, puisque la grande messagerie Prestalis était en difficulté. Évidemment, le Covid a encore précipité davantage ces difficultés, et donc il a fallu, pendant la crise, donc une crise finalement sanitaire qui se rajoute à une crise financière, il a fallu reconstruire tout ça dans cette période particulière. Et donc, voilà, pour permettre aux Français d'avoir cette presse écrite, on a senti que voilà, ça commençait à devenir difficile, qu'on butait sur des choses qui n'étaient pas faciles à dépasser. C'est difficile à dire, pour être honnête, et je pense que la réponse ne sera pas univoque. C'est-à-dire qu'il y a certainement certains titres, par exemple les quotidiens, certains grands quotidiens sont très engagés dans la digitalisation, dans les abonnements numériques, dans des formats qui sont renouvelés. La question, je pense, se posera de savoir, à terme, hein, on n'est pas dans des raisonnements d'urgence, de savoir si les quotidiens voudront tous rester en papier, puisqu'on sait que les quotidiens, c'est ce qui coûte le plus cher à distribuer, puisqu'il faut gérer cette urgence. Et donc il y a une vraie interrogation, là, je pense, à moyen terme, de savoir si les quotidiens voudront rester, effectivement, par une présence papier. Est-ce qu'il y aura un effet boule de neige que ça créera? C'est-à-dire certains titres voudront arrêter, est-ce que ça va précipiter d'autres? Est-ce qu'il y a un effet boule de neige du quotidien sur le reste de la presse? Je crois que c'est des questions qui sont devant nous, qui ne sont pas évidentes. À l'intérieur de ça, un des maillons qui, nous, à l'ARCEP, nous semble vraiment très important, c'est celui des marchands de presse. C'est-à-dire que la presse, le journal papier, continue à garder une sensualité, une proximité, une relation particulière au lecteur. Et le marchand de presse, c'est vraiment le lieu de cette rencontre. Et le terme qu'on emploie parfois dans la profession de diffuseur me paraît pas très bien adapté. C'est-à-dire que vraiment, il y a un côté humain, commerçant, marchand, de proximité qui joue un rôle important. Et donc c'est la raison pour laquelle à l'ARCEP, on va vraiment se soucier particulièrement de ces acteurs et faire en sorte que le système soit bien au service du marchand de presse et pas l'inverse, ce qui a été un petit peu le cas par le passé. Et si on arrive à garder un tissu de marchands de presse très capillaire, présent, des gens en bonne santé, le cas échéant avec des nouveaux titres, des nouveaux espaces de présentation de la presse, je pense qu'on peut maintenir une espèce de masse critique pour la presse écrite qui permettra, notamment aux magazines, pourquoi pas au quotidien, de continuer à exister. Moi, je crois effectivement qu'il y a bien un avenir de la presse écrite, à condition qu'on ait bien travaillé sur voilà, sa capacité d'être présent dans l'intimité, dans la proximité, dans la vie de quartier. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la vraie difficulté pour la presse écrite, c'est qu'elle donne l'impression,
d'être aux mains d'un certain nombre de grands empires industriels ou de personnalités très, très fortunées. Et je pense qu'à moyen terme, c'est difficile quand même de maintenir un modèle dominant comme ça. Que certaines personnalités importantes possèdent un titre, je veux dire, ça fait toujours partie de la vie de la démocratie depuis toujours. Que ça devienne un modèle dominant, je trouve que ça pose question. Et dans ce cadre-là, on a vu voilà, dans des développements récents, par exemple les difficultés rencontrées par Libération pour se construire un avenir, on voit bien que ce modèle, il interroge sur la pérennité. Et donc ça, je pense que le modèle de financement, que ce soit l'aspect publicitaire qui est très dépendant de la conjoncture, ou cette propriété par les milliardaires, elle pose question. Et la solution n'est malheureusement pas triviale. Donc les modèles notamment de fondation sont intéressants, les modèles de faire appel à des donations des citoyens sont intéressants. Voilà, est-ce que c'est ça le bon modèle? Est-ce que c'est suffisant? Comment est-ce que les pouvoirs publics l'accompagnent? Le secteur est quand même très aidé. Est-ce qu'il n'y a pas une manière différente d'aider le secteur qui permette d'aider son équation économique, mais sans nécessairement que tout le secteur soit aux mains de grandes puissances d'argent? Voilà, je crois que c'est ça des questions que la presse écrite, à laquelle la presse écrite devra se confronter dans les prochaines années. Alors on est frustré à l'ARCEP puisque la loi donc Bichet, quand elle a été révisée, elle n'a pas franchi l'étape de faire de nous un régulateur de la relation entre la presse et les GAFA, ce que je regrette. Et donc en particulier, ne serait-ce que de pouvoir regarder ce qu'on appelle les agrégateurs de news, comme Apple News ou Google News, et de voir comment est-ce qu'ils référencent les titres. On voit aussi des pratiques aujourd'hui de brand safety, dans lequel il y a un certain nombre d'articles qui n'ont plus accès à la publicité sous le filtre de certains algorithmes de matching entre les annonceurs et les titres. Donc on voit bien que de plus en plus, en fait, la presse classique, la presse écrite de qualité, elle va être vraiment dans les mains vraiment de ces acteurs. On a vu tout le débat autour des droits voisins. On a mis le principe dans une directive et puis ensuite, les GAFA, ils ont dit finalement, vous savez quoi, je ne paye pas, quoi. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une fantastique asymétrie de pouvoir entre des acteurs qui sont ultra dominants, ultra puissants, et une presse écrite qui est très éclatée. Et donc je pense qu'un des enjeux d'avenir, c'est d'inventer des formes d'accompagnement dans lesquelles la régulation, qu'est-ce que c'est? La régulation, c'est l'État qui se fixe des objectifs d'intérêt général et qui pousse, voire force le marché à les atteindre. Et je pense que dans les enjeux de régulation du numérique, il y a une vraie question de savoir comment est-ce qu'on contraint, on contrôle les GAFA de manière à ce que la relation avec l'information soit correcte. Au fond, ce qui est étonnant, c'est de se dire qu'on a eu cette grande loi de 1881, on a cette loi de 1947, la loi Bichet. Au fond, qu'est-ce qu'elles disent, ces lois? Ce qu'elles disent, c'est qu'il y a un espace public et que cet espace public, il doit avoir un certain nombre de règles qui donnent la priorité à la capacité la plus large d'expression. En faisant de la presse, et notamment de la presse écrite, vraiment un pilier de la démocratie. Et ce qui est très étonnant dans la période actuelle, c'est que ce raisonnement, on ne l'a pas transposé au numérique. C'est-à-dire qu'on s'est dit « Ah mais le numérique, tout va magnifiquement s'arranger et ça va bien se passer ». Si on avait fait ce raisonnement, on en serait encore au contrôle de la presse par la monarchie. Donc, bien évidemment que les technologies, elles ne sont pas neutres. Et d'ailleurs, l'imprimerie a été très longtemps réglementée, comme la diffusion de la presse. Donc les technologies, à partir du moment où elles sont captées par certains intérêts particuliers, en l'occurrence des très grandes multinationales, eh bien, ils vont développer les choses dans leur intérêt. Donc on
peut appeler ça économie de l'attention, capitalisme de surveillance et économie de la data. Enfin bon, il y a plein de manières de décrire ça. Mais il est clair qu'aujourd'hui, l'espace public numérique, entre guillemets, n'est pas neutre. Il n'est pas neutre du tout. Et c'est très étonnant de se dire qu'on n'a pas pensé les régulations pour permettre cette neutralité. Non pas une régulation qui donnerait à l'État le pouvoir d'organiser cet espace, parce que ça, ce serait presque encore pire, mais une régulation qui empêche ces grandes firmes d'être les organisateurs de cet espace dans leur intérêt. Et là, je crois qu'il y a un champ sur lequel il y a vraiment une priorité à agir. Et j'ai vraiment regretté que la réforme de la loi Bichet, cette grande réforme de la loi Bichet de 2019, qui a été portée courageusement par Franck Riester, j'ai regretté qu'on manque cette occasion. Mais peut-être qu'il est encore temps de bien faire.